Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par David Moiseau. Bonne écoute! Bonjour, dans ce nouvel épisode, nous accueillons François Drémaud. Bonjour François. Bonjour. Alors François, tu es actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université d'Angers et membre du laboratoire TEMOS. Tu es associé au laboratoire IDE Le Havre et aussi visiting professor à l'Université de Hong Kong. Hong Kong où tu as passé de nombreuses années, notamment entre 2007 et 2017. Tes recherches portent sur l'histoire sociale de la marine marchande et les réseaux impériaux. Dans cet épisode, nous allons échanger avec toi sur l'histoire de la présence de la France et des Français à Hong Kong, sur laquelle tu as beaucoup écrit. Alors pour commencer, abordons la localisation de Hong Kong dans le contexte géopolitique de l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire le 19e siècle et la première partie du 20e siècle. Tu décris Hong Kong comme une porte dorée entre Chine et Indochine. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors, j'emploie l'expression, porte dorée, avec 2 références, hein. D'abord, c'est la porte dorée, à Constantinople, hein. Puis évidemment, il y a une autre allusion, hein, derrière, c'est le palais de la Porte dorée à Paris, hein, qui est construit dans le cadre de l'exposition, coloniale de 1931. Et là, c'est pour bien insister sur le fait que tout ce qui est en jeu autour de Hong Kong, bah, évidemment, gravite autour des questions impériales. C'est évidemment quelque chose de primordial à entendre. Alors, pour ce qui concerne, bah, cette porte dorée entre la Chine et l'Indochine, il y a une évidence qui est géographique d'abord, hein. À la fin du 19e siècle, les Français ont pris le contrôle de ce qui devient l'Union indochinoise. Et puis, il y a une évidence, pour terminer, hein, et une évidence économique, hein. Hong Kong dispose d'un hinterland, comme on dit chez les géographes aujourd'hui, riche, que ce soit en matières premières ou d'un marché de consommateurs qui est énorme. Et c'est un port franc. Et nulle part en Indochine, à part peut-être Fort Bayard, justement, Guangzhouan, mais dans des conditions beaucoup plus rocambolesques, nulle part en Indochine, on a de port franc de cette manière, avec des entrepôts sécurisés directement sur le territoire chinois. Et tout cela font autant d'atouts qui transforment en fait en Hong Kong en emporium de l'Asie orientale. Parlons en fait de l'importance de Hong Kong comme centre commercial pour les intérêts français, parce que c'est un rôle qui est en réalité souvent ignoré. On imagine Hong Kong comme intégralement tourné vers le monde anglais, l'Angleterre et son empire. Et on aimerait pouvoir aborder tous les différents visages du commerce français que tu décris dans tes livres, mais si tu veux bien, penchons-nous sur les messageries maritimes en particulier. Mmh. Alors c'est bien de souligner qu'effectivement, même pour les Britanniques, hein, Hong Kong n'est pas seulement un territoire tourné vers la métropole, mais vers l'empire en entier. Les communications sont très denses avec l'Australie, l'Inde, le Canada, et donc il faut déjà voir Hong Kong, et c'est important pour les Français aussi, du coup, hein, il faut voir Hong Kong comme un territoire de la mondialisation britannique ou, comme l'expression est parfois employée, un relais de la thalassocratie britannique. Donc en fait, il n'y a pas de présence française à Hong Kong intéressante commercialement s'il n'y a pas tout autour ce dispositif commercial qui est en place. Et pour bien comprendre le phénomène, je prends toujours l'exemple du riz. Selon les périodes, alors ça change un petit peu, hein, du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e, mais selon les périodes, le Tonkin ou la Cochinchine produisent beaucoup de riz, notamment destiné à l'exportation. Et ce que font les commerçants, tant chinois, surtout chinois qui sont dans les quartiers chinois, notamment de Saïgon à Cholon, ou même les Français qui s'impliquent dans ce commerce, c'est d'apporter ce riz à Hong Kong. Et là, il est souvent donc entreposé pour qu'on spécule sur les prix, le temps de voir les marchés bouger. Il est souvent mélangé et il est, alors on dirait aujourd'hui, je crois que c'est une expression plutôt contemporaine, mais on dit il est rebrandé, c'est-à-dire que on lui change son appellation. Il devient le Hong Kong Rice. Et ce Hong Kong Rice, il a eu énormément de succès en Amérique latine jusque dans les années 1960. Et c'était en fait du riz qui venait d'Indochine. Et en fait, on voit bien que la réalité, si on regarde les chiffres, c'est que le premier port commercial de l'Indochine, c'est pas Saïgon, c'est pas Haiphong, c'est Hong Kong. Je pourrais également parler du charbon du Tonkin. Savoir que le charbon du Tonkin et la société des charbonnages du Tonkin a été créée notamment avec des actionnaires britannique de Hong Kong, et notamment le fameux Sir Paul Shatter, qui est un des grands
artisans du Hong Kong commercial. Donc on voit ce lien, il est très très fort. Et alors, c'est vrai que tu m'as posé la question tout au début des messageries maritimes dans tout cela. Eh bien, les messageries maritimes, elles participent, mais elles n'ont pas un rôle exclusif dans ce que je viens de décrire, hein. On a, des dizaines de petites sociétés maritimes françaises, parfois des armateurs, qui ont juste un navire, qui font du cabotage régional. Alors évidemment, les messageries, elles, cette compagnie nationale subventionnée par l'État, eh bien, assure, une ligne régulière, c'est pour ça qu'elle est subventionnée d'ailleurs, et tous les 15 jours, c'est régulier vraiment des années 1880 jusqu'aux années 40, presque sans interruption. Il y a des paquebots, des messageries maritimes qui font escale à Hong Kong sur la ligne, de Marseille à Yokohama, et puis évidemment, une fois qu'ils sont arrivés à Yokohama, ils repassent ensuite, quand ils font la route retour. Et c'est un service qui est apprécié, hein, par les Français. Bon, les Français sont un peu captifs de leur compagnie nationale pour plein de raisons, mais c'est aussi une compagnie qui est appréciée et plébiscitée par d'autres nationalités, hem, notamment par les soyeux, parce qu'on prend soin du transport de la soie, parce qu'on a cette expertise du transport de la soie avec les messageries. Bien, donc vous voyez, c'est pas simplement une histoire de commerce purement français, les messageries maritimes. Ça a des intérêts, qui concernent l'histoire et l'économie de l'Asie orientale à cette époque. Le autre sujet ignoré, ou plutôt oublié, je pense, l'importance de la présence missionnaire française à Hong Kong. Et en particulier, moi, je pense aux missions étrangères de Paris. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir, hein, c'est vrai que les missions étrangères de Paris à Hong Kong ont une longue et très, très belle histoire, et celui qui a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est le regretté Alain Le Pichon. Mais bon, en quelques mots, comment cette histoire, commence à Hong Kong? C'est plus qu'une anecdote sur vraiment, hem, un caractère vraiment visionnaire de ces missions étrangères qui étaient, hein, auparavant installées depuis très longtemps à Macao. Et les missions étrangères de Paris, les MEP, avaient beaucoup de mal à développer leurs activités. Donc arrive là, à ce moment-là, on est dans les années 1848, un procureur, donc qui est en fait un responsable administratif des missions étrangères de Paris, déplacées, à l'étranger. Il s'appelle Napoléon Libois, et il a l'idée de déplacer la procure à Hong Kong en disant, «C'est là que se trouve l'avenir, du commerce, ça va être une place importante». Hong Kong a été, prise par les Britanniques, en 1840. C'est seulement depuis 1842 qu'un traité officialise la présence britannique sur place. Donc 1848, c'est tout jeune, hein. Et d'ailleurs, on a des commerçants français, des diplomates français qui passent par Hong Kong et qui sont pas vraiment inspirés par ce caillou aride. Il y a pas vraiment en plus de source d'eau. Les maladies sont terribles, dans les premières années. Donc peu de gens sont inspirés par l'avenir de Hong Kong au début. Et Napoléon Libois lui dit: «Si, c'est là-bas qu'on doit s'installer». Et cette procure générale à Hong Kong, elle va devenir extrêmement importante, hein. On a donc c'est un centre administratif et financier, mais on a également ajouté, du côté de Pok Fulam, sur l'île de Hong Kong, un sanatorium pour que les prêtres qui sont fatigués par leur mission puissent venir se reposer. Ça servira aussi de maison de retraite des pères missionnaires qui, trop fatigués, quittent leur mission, mais ne veulent pas revenir, en France. Donc ça, c'est le sanatorium de Béthanie. Et puis, il ne faut pas imaginer ces missionnaires comme des hommes uniquement, absorbés par leur foi, très introvertis. C'est aussi et surtout des hommes d'action. Les archives des missions étrangères sont très drôles à lire. On est très loin de cette image de personnes qui vivent dans des couvents et qui, seraient, complètement repliées sur elles-mêmes. C'est des aventuriers, c'est vraiment des hommes d'action, et quand ils se retrouvent, par exemple, à Béthanie dans le sanatorium, ils s'ennuient. Et parfois même, ils se chamaillent un peu, hein, ça reste des hommes. Et c'est amusant parce que, en voyant cela, on a eu l'idée de les occuper. Il fallait les occuper, et donc un père, le père Monnier, a créé une imprimerie, l'imprimerie de Nazareth. Alors ça peut sembler anecdotique comme ça, mais en réalité, l'imprimerie de Nazareth, elle a un rôle extrêmement important en Asie orientale pour la traduction de la Bible dans, toutes les langues possibles et imaginables, et même la sauvegarde de certaines langues, dont on a, conservé des traces grâce, aux documents qu'on a pu imprimer. Je pense notamment, à certains dialectes et certaines langues du Laos colonisé par les Français. Donc
Ça a été extrêmement important. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avec l'imprimerie de Nazareth, c'est aussi là qu'André Malraux vient se fournir en caractère d'imprimerie lorsque les autorités françaises en Indochine ont saisi son journal et l'ont interdit. Donc, il y a plein de choses à dire autour de Nazareth. Passons maintenant au sujet France Libre, qui, comme tu sais, m'intéresse particulièrement. Bon, c'est souvent ignoré, en fait, la France Libre a une histoire à Hong Kong. Peux-tu nous en dire un petit peu plus et puis décris-nous les restes très physiques de cette présence de la France Libre à Hong Kong? On peut commencer par parler de ces fameux restes, parce que en fait, ça a été mon point d'entrée dans cette histoire. Il y a dans le cimetière militaire de Stanley, qui est un très beau cimetière militaire, qui est entretenu par la Commonwealth War Grave Commission, il y a une stèle, que j'ai trouvée, avec d'autres, hein, qu'on a redécouvert, en 2007. C'est une stèle qui avait des noms, de Français et il était inscrit qu'ils étaient des Français libres. Et à partir de là, avec un ami, ancien consul général adjoint à Hong Kong, Christian Ramage, on a commencé à travailler tous les deux sur l'histoire de cette stèle. Et on s'est aperçu que voilà, elle avait été inaugurée en 1972 avec quelques noms, puis elle avait été refaite avec d'autres noms ajoutés, puis déplacée, oubliée. Voilà, on s'est dit, mais que viennent faire des Français libres, loin de la France occupée, loin du conflit avec l'Allemagne, sur ce territoire hongkongais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À Hong Kong, dans les années 30, on a une communauté française qui est assez dense, alors très peu nombreuse, mais très active. On a à peu près 250 à 400 Français, ça varie. On a aussi beaucoup de Français qui sont à Hong Kong pour se faire oublier et donc qui ne se font pas comptabiliser par le consul général parce que ce sont des présences, on va dire, interlopes. Bon, cette présence française, elle est active. Et quand il y a l'appel du général de Gaulle, quand il y a la défaite, eh bien, c'est un coup de tonnerre pour cette communauté française, parce que loin de la France, on ne s'attendait pas, on ne s'attendait vraiment pas à la défaite après la drôle de guerre. Pour être très honnête, hein, plus par anglomanie que par gaullisme, parce que le général de Gaulle à Hong Kong, c'est loin et c'est presque un inconnu. Donc c'est plus par anglomanie qu'un grand nombre de ces Français vont se mettre en dissidence par rapport à ce que va devenir le régime de Vichy très rapidement, hein, dès le mois de mai-juin 1940. Et ces Français vont former un comité qui va être accepté par les autorités britanniques, un comité français de résistance. Alors de résistance contre qui? Tout simplement contre l'Allemagne en France métropolitaine. Mais il ne faut pas oublier que, évidemment, il y a une autre menace beaucoup plus présente physiquement autour de Hong Kong, c'est la menace japonaise. Depuis 1937, eh bien, la Chine, une grande partie de la Chine a été envahie par le Japon. Et en 1938, en octobre 1938, les Japonais ont pris Canton. Donc là, c'est très concret comme menace. Les Japonais sont autour de Hong Kong. On s'attend, on ne s'attend pas à une invasion imminente, pas imminente, ça dure assez longtemps, c'est un climat de tension qui est très dur, très fort. Et puis, évidemment, en décembre 1941, arrive le moment fatidique de l'invasion. Là, on sait qu'on a affaire aux forces de l'Axe, hein, donc de toute manière, Rome, Berlin et Tokyo sont alignés, et par conséquent, eh bien, se déclarer résistant contre l'Allemagne en France métropolitaine, à Hong Kong, ça devient très concrètement résister contre l'occupation, en tout cas contre d'abord l'attaque des Japonais, puis évidemment après l'occupation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez un certain nombre de Français qui vont prendre part à la bataille de Hong Kong, hein, qui dure entre le 7 décembre et le 25 décembre 1941, qui se termine par le Black Christmas, le Noël noir, date de la capitulation des forces en présence à Hong Kong. Mais ce comité France Libre, en fait, eh bien, un certain nombre de ses membres se sont impliqués dans cette bataille de Hong Kong avec des fortunes très diverses, mais surtout des destins tragiques, hein. Il y a eu évidemment un certain nombre de morts et beaucoup de ce membre de comité qui ont été faits prisonniers.
J'ai oublié de mentionner aussi qu'avant l'occupation, le comité France Libre faisait également des émissions radiophoniques à l'attention de l'Indochine. Ils émettaient depuis Hong Kong des émissions radio qui donc étaient censées convaincre les auditeurs en Indochine de rejoindre la France Libre. Et puis, ils servaient aussi de point de ralliement des Français de Chine continentale, de Philippines et des alentours pour eh bien, concentrer cette présence ici, former, financer et ensuite faire transiter ces Français vers la France libre, notamment en Afrique du Nord à un moment donné. Donc voilà, cette France libre, elle a à Hong Kong, elle est protéiforme, et puis elle a eu plein d'actions. C'est vrai qu'on cite toujours cette action pendant la bataille de Hong Kong, parce qu'effectivement, les noms qui sont sur la stèle aujourd'hui sont les noms de ceux qui sont morts, soit pendant la bataille de Hong Kong, soit en captivité après, soit en captivité à Hong Kong, ou même pour certains en captivité aux Philippines ou au Japon. Euh, Tout particulièrement également, ça m'importe beaucoup de l'ajouter, j'ai été aussi très touché par l'histoire de Louis Reynaud. Louis Reynaud, c'est le consul de France en place à Hong Kong à l'époque. On a un consul général qui, jusqu'au bout, a lutté pour maintenir ce qui restait de France à Hong Kong en l'état. Et donc, il aidait la France libre d'un côté, et notamment le représentant à Singapour. Il envoyait des télégrammes et des communications en faveur de la France libre. D'ailleurs, il a envoyé dès le 20 juin 1940 un télégramme sans ambiguïté disant qu'il soutenait l'initiative du général de Gaulle. Il a même couvert son adjoint qui est parti à San Francisco en faisant croire qu'il était resté pendant tout l'été 1941, alors qu'en fait, ça faisait déjà longtemps que son adjoint, Raoul Duval, était parti. Bref, il a une activité de clandestinité jusqu'à ce qu'en 1943, à la fin de l'été 41, pardon, il explose, il envoie un télégramme mémorable disant qu'il est hors de question de soutenir la France de Vichy, qui est supposée être neutre, et il raconte, mais comment voulez-vous qu'on croie à cette neutralité alors qu'on est en train d'envoyer des volontaires français combattre aux côtés de l'Allemagne contre la Russie. En décembre 41, enfin plutôt en février 42, le consulat est fermé parce que les Japonais disent la France est une puissance neutre, c'est nous qui assurons les travaux consulaires. Et pour ne pas aller en Indochine ou à Pékin, il se met en retraite, puisqu'il a l'âge. Et là, les Japonais, alors c'est très trouble et je n'ai jamais, et je ne trouverai probablement jamais le fin mot de l'histoire, mais ils tombent malades quasi immédiatement. Bon, ok, ça peut arriver. Et les Japonais l'enferment dans l'hôpital Matilda en l'empêchant de recevoir la visite des médecins ou de quelconque membre de la communauté française. Et il meurt en juillet 1943, abandonné de tout le monde, dans l'hôpital Matilda, sans jamais avoir reçu de soins. Et la seule photo que j'ai réussi à retrouver de lui à la Courneuve, en fait, c'est une photo de son passeport. Et elle est à moitié brûlée. En fait, il y a eu le papier a cramé, vous savez, c'est de l'argentique, et donc le papier photo a brûlé, donc je n'ai qu'une moitié de son visage. Donc jusqu'au bout, les éléments se sont déchaînés contre moi pour ne pas réussir à retrouver qui il était. Et ça m'importait vraiment beaucoup de le remettre à sa place et à la place qu'il a occupée dans l'histoire de cette France libre aussi à Hong Kong. Bah, c'est la bonne occasion pour parler des sources, parce que c'est un sujet qui nous intéresse à la Société d'Histoire. Tu vois, tu viens de nous parler de photos, des archives de la Courneuve. Est-ce que tu as consulté des archives à Hong Kong, en France, au-delà de la France? Partage un peu ce sujet-là avec nous. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai mobilisé un peu plus d'une vingtaine de sources différentes. Alors évidemment, plus d'une vingtaine de sources, ça ne veut pas dire que la proportion des sources que j'ai utilisées sont homogènes. En réalité, j'avais fait un calcul, les sources diplomatiques représentent à peu près 60% du volume des sources que j'ai utilisées. Du poste de Hong Kong, donc du consulat de Hong Kong, qui sont conservés à Nantes, ou des archives de l'administration centrale. Donc en général, ce sont les télégrammes qui sont reçus depuis Hong Kong vers Paris, ou les messages qui sont envoyés depuis Paris vers Hong Kong. Et parfois aussi des archives qui ont été rapatriées de l'ambassade. D'abord de la légation jusqu'en 1936, puis l'ambassade, puisque ce n'est qu'une ambassade à partir de 1936.
Donc ça, c'est vraiment un volume très important d'archives que j'ai fouillé, mais c'est intéressant parce que les diplomates s'intéressent à tout. Hein, c'est un beau métier, diplomate. On observe tout ce qui se passe autour de soi et on fait de l'économie, on fait de la culture, on fait du social, on s'intéresse à tout ce qui se passe. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un diplomate que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que j'en parle comme si je l'avais connu, mais c'est un peu vrai, à force de travailler et de le côtoyer dans les archives. Il s'appelle Georges Dufort de la Prade, qui est resté 8 ans en poste à Hong Kong dans l'entre-deux-guerres. Et c'est un bonheur pour un historien, ce consul, parce que c'est un consul extrêmement bavard. Il écrivait sur tout, et dès qu'il écrivait, c'était des notes de 20 pages qui pouvaient être de véritables notices, des vraies études, des vrais rapports sociaux, anthropo, ethnographiques sur la vie à Hong Kong, tant des Chinois que des Anglais. Et il était aussi poète, donc parfois il envoyait des sonnets avec ses communications diplomatiques. Donc c'est vrai que c'est quand même très agréable d'avoir ce genre de diplomate dans les archives. Et puis, au-delà de ces archives consulaires et diplomatiques, évidemment, je suis allé dans d'autres archives françaises, notamment les archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, parce qu'elles étaient extrêmement importantes pour avoir le point de vue de l'Union indo-chinoise. Il y a eu également des archives étrangères, donc les National Archives de Londres ou les archives évidemment de Hong Kong. Mais alors les archives de Hong Kong sont très décevantes quand on travaille avant 1942, parce que quand les Japonais sont arrivés, à la fois pour faire de la place dans les administrations, mais aussi comme symbole de la fin de ce qu'ils pensaient être la période coloniale, pour montrer aux autochtones qu'on faisait table rase du passé et de l'occupation coloniale britannique, on a brûlé énormément d'archives. Donc, mais il y a quand même encore aux archives à Kowloon-tong de Hong Kong des archives intéressantes, il ne faut pas les négliger. Il y a aussi à Hong Kong les archives du diocèse de Hong Kong, qui sont de très belles archives. Puisqu'on parle de religion, évidemment, j'ai interrogé les archives des missions étrangères à Paris, rue du Bac, hein, qui sont des archives extrêmement riches et très très belles. J'ai eu aussi quelques complications, hein, mais parce que c'est pas toujours facile d'interroger les archives des congrégations religieuses avec les sœurs de Saint-Paul de Chartres ou les petites sœurs des pauvres. Donc ça a été un peu moins facile. Il y a eu les archives aussi des banques, hein, notamment la Banque de l'Indochine, qui sont toujours hébergées au Crédit Agricole aujourd'hui à Paris. Et puis évidemment, ça a été le début d'une grande histoire pour moi, les archives des messageries maritimes que j'ai interrogées et qui sont conservées au Havre, dans l'établissement public French Lines et compagnie. Et puis, je termine sur les sources, mais j'ai interrogé aussi également beaucoup de sources privées. Ok, parle-nous maintenant de tes recherches actuelles, parce que tu es loin de Hong Kong actuellement. Donc, tu travailles sur l'histoire sociale de la marine marchande et les réseaux impériaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et où est-ce que ces recherches t'amènent? Oui, alors ces recherches, concrètement, elles m'amènent en ce moment à San Francisco, d'où j'ai le plaisir de te parler. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je me suis intéressé effectivement, comme je le disais, à l'histoire de la marine marchande, à la marine marchande française, donc la Compagnie Générale Transatlantique, les messageries maritimes, et j'ai proposé à la sortie de la pandémie qu'on a subie un projet à la Commission européenne pour une bourse postdoctorale qu'on appelle un projet Marie Curie, pour faire une histoire de la santé à bord des navires de passagers. Mais je voulais que ce soit aussi une histoire transnationale qui englobe d'autres compagnies que les compagnies françaises. Et moi, mon gros souci d'un point de vue expertise, c'est que je savais très très peu de choses sur les lignes transpacifiques. Et ça, c'était vraiment ma carence, ma lacune. Et donc, j'ai proposé de travailler en mobilité sortante sur les archives transpacifiques. Et il se trouve qu'elles sont globalement autour de San Francisco. Bah, écoute, merci François. Alors pour en savoir plus, on va recommander les ouvrages, les écrits que tu as publiés sur le sujet Hong Kong. Donc Hong Kong, présence française du 19e siècle à nos jours, qui est un ouvrage collectif publié sous ta direction, publié en 2012. Et La France et les Français à Hong Kong 1918-1941, publié en 2022 aux presses universitaires de Rennes. C'est sur celui-là en particulier que je me suis basé pour te poser des questions. Mais au-delà, on mentionne bien évidemment tous les dossiers de revue, les articles, les chapitres de livres. Je vais mentionner d'ailleurs celui que tu viens de publier, qui s'intitule Georges Dufort de la Prade ou le splendide isolement de la
de la diplomatie culturelle française à Hong Kong 1926-1934, qui a été publié dans Histoire de la diplomatie culturelle française. Et puis apparaître cet été un chapitre qui concerne de près la partie France libre dont on vient de parler, les Français libres à Hong Kong, identité en conflit, dans l'ouvrage Française et Français libres, une unité née de la diversité, dirigé par Charlotte Fauché, Laure Imbert, Guillaume Piketty et Thomas Vessé, qui va donc paraître aux presses universitaires de Rennes. Merci François. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.